La Russie suspend ses exportations de céréales, la sécheresse frappe les États-Unis et l'Asie. L'Afrique de l'Est est submergée par une deuxième vague de criquets pèlerins. Les perturbations dans les récoltes et le transport que l'on voit partout dans le monde sont les indicateurs d'une crise alimentaire qui pourrait être plus meurtrière que la crise sanitaire. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë a doublé selon le dernier rapport de l'ONU, atteignant les 265 millions de personnes menacées et ce à cause de l'impact économique du coronavirus. Une fois de plus, la pandémie agit comme un révélateur des fragilités structurelles de notre société globalisée. Mais les causes de la pénurie alimentaire que l'on s'apprête à vivre se trouvent bien en amont. Si la Russie, premier exportateur mondial de blé et premier producteur et exportateur de céréales au monde, vient de suspendre ses exportations jusqu'au 1er juillet, c'est que les choses vont mal. Les mesures de confinement de 3 milliards de personnes et la mise à l'arrêt d'une grande partie de l'économie bouleversent la plupart des activités nécessaires au fonctionnement du système alimentaire globalisé. Depuis les fermes jusqu'aux supermarchés, en passant par les usines de l'agroalimentaire et la logistique, chaque maillon du système doit faire face au manque de main-d'œuvre. Les travailleurs agricoles sont bloqués aux frontières, aux difficultés d'approvisionnement, les coûts de transport explosent, ou à la disparition des débouchés. On a 600 000 tonnes de patates sur les bras parce que les gens ne mangent plus de frites. Quand on y regarde bien, on paye le prix des choix des dernières décennies qui ont transformé notre système agricole en un gigantesque jeu de Monopoly. La peur de manquer gagne les esprits et c'est la panique chez tous les joueurs. Regardons le plateau. À l'heure actuelle, de nombreux États font des surstocks par peur de manquer. C'est le cas sur les céréales pour presque tous les pays asiatiques. La Chine, qu'on connaît grand exportateur, importe actuellement de grandes quantités de farine, notamment depuis les États-Unis et la France, alors qu'elle dispose déjà d'une année de réserve. La Turquie et l'Algérie, deux grands pays où le pain constitue l'alimentation de base, en font autant. On a déjà parlé de la Russie qui cesse toutes ses exportations de céréales jusqu'à juillet, mais le Kazakhstan et l'Ukraine font la même chose alors même que les récoltes s'annoncent super bonnes. La Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et l'Indonésie ont annoncé une réduction de leurs exportations de riz. Le Vietnam a peur de manquer de riz, non sans raison. 800 000 tonnes de riz ont été perdues à cause de la sécheresse et des barrages chinois sur le Mékong dont les vannes sont restées fermées. Si la sécheresse se prolonge jusqu'en juin, les récoltes de riz de février à juillet devraient être divisées par 2. Le Vietnam, responsable du quart des exportations de riz mondiaux, limite donc lui aussi ses exportations, ce qui aura des conséquences dévastatrices, en particulier dans de nombreux pays du Sud qui en dépendent. Avec d'un côté les États qui font des surstocks et de l'autre les producteurs qui réduisent leur export, comme ce qui est rare et cher, le prix des denrées alimentaires de base les plus consommées au monde a déjà augmenté. Le riz thaïlandais, à moins de 5% de brisure, c'est la qualité de référence, a vu son prix progresser de 30% depuis le début de l'année à près de 580 $ la tonne. Voilà ce qui se passe lorsque tu laisses le prix de ta bouffe être géré par des traders prompts à la panique et avides de profit. Mais pour l'Égypte, premier importateur mondial de blé, ou le Gabon qui importe 86% de ses céréales, ils sont censés faire quoi? Pourquoi n'ont-ils pas assuré une part conséquente de leur autonomie alimentaire, me direz-vous? Eh bien parce que depuis plusieurs décennies, le Fonds monétaire international conditionne ses aides financières à la spécialisation des États dans les productions de quelques cultures pour lesquelles ils bénéficient d'un avantage comparatif, c'est-à-dire la denrée qu'il est plus facile de produire à cet endroit qu'ailleurs. La production de riz des Philippines s'est effondrée parce que le riz importé coûte moins cher que celui produit sur place. Du coup, le pays se retrouve à poil lorsque les rouages se grippent. Pour les pays spécialisés dans le pétrole, c'est encore pire avec la dégringolade du cours du baril. Le Congo, dont 60% du budget repose sur les exportations d'hydrocarbures, va probablement perdre un tiers de ses recettes. Avec en prime les capitaux internationaux qui fuient l'Afrique et d'autre part la diaspora qui est de moins en moins en capacité d'envoyer de l'argent au pays, on va se retrouver avec une population de plus en plus pauvre qui va devoir payer sa bouffe de plus en plus cher. L'OMS, l'OMC et la FAO sonnent l'alarme de la pénurie alimentaire et fustigent les réactions protectionnistes des États. Millions of civilians living in conflict-scarred nations, including many women and children, face being pushed to the brink of starvation with the specter of famine, a very real and dangerous possibility. Selon l'ONG Oxfam, le nombre de personnes menacées de famine en Afrique de l'Ouest pourrait quasiment tripler en 3 mois et concerner 50 millions de personnes en août contre 17 millions en juin. You will find riots. People will become desperate because they need that dollar a day or that euro a day to be able to survive. Residents clashed with police in Cape Town as people demand state food parcels.
This is not animals. This is hungry people. These people are looking just for food. We can rather die of coronavirus than to die in our homes of hunger. Rappelez-vous, en 2008 et entre 2010 et 2012, c'est la hausse des cours des denrées alimentaires de base qui avait causé des émeutes de la faim dans plus de 30 pays à travers l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient et qui avait joué un rôle déterminant dans le déclenchement des révolutions arabes. Et aujourd'hui, cette pénurie alimentaire va se jouer dans un contexte de pandémie mondiale et de récession économique profonde. The best advice for Africa is to prepare for the worst and prepare today. S'il m'arrive d'avoir le mal de pays, je l'ai pour Paris. La France manque terriblement de main-d'œuvre agricole. Avec la fermeture des frontières, les saisonniers qui venaient normalement prêter main forte aux agriculteurs à travers le monde se retrouvent bloqués chez eux. Le déficit de main-d'œuvre s'élevait à 75 000 personnes supplémentaires en avril, la même chose en mai, soit un quart du nombre de travailleurs agricoles français. Qu'à cela ne tienne, notre ministre de l'Agriculture avait la solution. Moi, je veux lancer un grand appel à l'armée des ombres, un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Plus de 300 000 personnes se sont inscrites sur une plateforme dédiée. Seulement voilà. Seules 15 000 personnes sur ces 300 000 sont effectivement allées au champ en avril. On est bien loin des 75 000 nécessaires. C'est que le travail est dur et mal payé. Qui plus est, les agriculteurs ont été forcés de remarquer que les volontaires n'ont pas le niveau de compétence des saisonniers agricoles. À quoi s'ajoute que les débouchés habituels comme les cantines ou les restos n'existent plus. Certains agriculteurs préfèrent donc laisser pourrir des récoltes plutôt que de perdre de l'argent dans une main-d'œuvre qui n'est pas rentable pour récolter une production qui ne sera pas vendue. Cet épisode révèle surtout l'importance du recours aux travailleurs détachés. Qu'ils viennent de Roumanie, de Pologne, du Maroc ou d'Espagne, ils sont essentiels et pourtant ils sont mal payés sans la reconnaissance d'un contrat de travail français. En l'absence de cette main-d'œuvre exploitée, les fruits et légumes frais devraient se faire rares cet été et leur prix pourrait fortement augmenter. Rassurez-vous, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume nous promet qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire en France et on connaît la valeur des promesses de ce gouvernement. La France importe 50% de ses fruits et légumes, 1 sur 2. Or, on a vu que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la production et l'acheminement de ces produits. Si ça devrait aller pour le moment, c'est parce que le pays est excédentaire en céréales, en produits laitiers et en viande porcine. On produit suffisamment de calories quoi qu'il arrive. Au pire, on mangera moins de courgettes et de tomates cet été. Sauf que... Depuis mars, notre gouvernement a décidé d'exporter un maximum de blé français. Nos exportations en direction de la Chine sont 5 fois supérieures à celles de l'an dernier. Si une sécheresse limite les récoltes, on n'aura probablement pas les stocks suffisants pour l'ensemble de nos besoins. Et ce n'est pas le marché mondial grippé et protectionniste qui comblera ce qui nous manque. Si nous ne sommes pas menacés par une famine en France, les conséquences en chaîne peuvent décimer certains secteurs agricoles. Même la FNSEA, le syndicat agricole, met en garde contre la politique d'exportation de la France en insistant sur le fait que la France n'a pas de stock alimentaire stratégique. Faudrait-il pour autant stocker, ne plus exporter et espérer importer? Pas si on a un tout petit peu de décence. Il serait criminel de suspendre nos exportations de blé vers les pays qui ne produisent qu'une infime partie de leurs besoins. Par contre, pourquoi vendre massivement le blé français à la Chine, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux et dispose déjà d'une année de réserve de farine? C'est l'expression la plus parfaite du libre marché tel qu'il se pratique en France, sans aucune vision stratégique. Rappelons que la crise alimentaire est déjà là. Et que chaque année, des millions de personnes meurent de faim dans ce système soi-disant efficace. 25 000 personnes par jour. Ayons conscience qu'en France aussi, c'est déjà la galère. Les économies des Français se réduisent drastiquement et les aides sont tardives et insuffisantes. Le président des Restos du Cœur raconte que les 1400 centres encore ouverts sont pris d'assaut. À Bordeaux, l'affluence à chaque distribution alimentaire a été multipliée par 5, à Toulouse par 3 et en Seine-Saint-Denis, le préfet craint des émeutes de la faim. La situation n'est pas vraiment meilleure chez les agriculteurs. En France, comme dans de nombreux pays, les agriculteurs appartiennent à la catégorie professionnelle au plus haut taux de pauvreté. Près de 20% des agriculteurs français ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation en 2017. En France, 11 millions de paysans sont passés à la trappe en quelques décennies. Et en 2020, c'est encore une exploitation toutes les 26 minutes qui disparaît. Mais comment un secteur aussi indispensable à notre survie peut être aussi mal en point ?
c'est que l'essentiel de l'argent que vous dépensez dans la bouffe est capté par les intermédiaires. Quelques grands groupes se font une guerre des prix qui les pousse à réclamer des tarifs toujours plus bas auprès de leurs fournisseurs de l'industrie agroalimentaire qui eux-mêmes achètent à leur tour le moins cher possible la matière première agricole auprès des paysans en bout de chaîne. Résultat, pour 100 € dépensés par le consommateur dans l'alimentaire, 6,50 € sont effectivement destinés aux agriculteurs en 2020 contre 8,20 € en 2012. Et après, on s'étonne que 2 agriculteurs se suicident par jour. Une bonne nouvelle tout de même. Le gouvernement, qui avait privilégié la grande distribution pour l'approvisionnement, a fait volte-face pour se tourner vers les halles en plein air et les marchés et encourager le 100% local dans les supermarchés, ce qui devrait potentiellement durer après le confinement. Le même gouvernement qui a signé le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, nous félicite aujourd'hui de consommer local. En temps normal, les circuits courts, c'est que 15% de l'approvisionnement alimentaire du pays. On peut se féliciter que les Français se tournent massivement vers les marchés, les petits commerces et l'approvisionnement via des AMAP, ces paniers de légumes. D'ailleurs, si tu veux t'y inscrire, je te mets un lien dans la description. Mais l'approvisionnement en circuit court de nos métropoles reste difficile, voire ingérable. Et ça reste la grande distribution qui capte l'essentiel des reports d'achat avec une explosion des drives et des livraisons. Pendant ce temps-là, l'Union européenne continue le libre-échange sans se poser de questions et conclut un nouvel accord avec le Mexique ce 28 avril pour toujours plus d'exportation et d'importation, toujours moins de taxes et une protection des investisseurs. Bah oui, c'est clair, c'est vraiment de ça dont on a besoin actuellement, ouais. Bref, en l'absence de petites solutions miracles, il va falloir oser tout changer. Covid ou pas, les conditions historiques qui ont permis à un système alimentaire globalisé de prospérer ne sont plus du tout garanties pour les années à venir. Le système alimentaire mondial est un colosse aux pieds d'argile. Il repose sur une série de dangereuses dépendances. Dépendance en flux de main-d'œuvre et de transport, dépendance au flux de machines, de semences, d'intrants, de pétrole. Et on voit à quelle vitesse tous ces flux sont perturbés lorsqu'ils sont mis sous contrainte. Ce système est vulnérable aux chocs climatiques, aux maladies, aux crises économiques et géopolitiques et aux pénuries de ressources. Le premier réflexe après un traumatisme, c'est la volonté d'un retour à la normale. C'est d'ailleurs ce que préconisent les lobbies. Rien que 3 jours après le début du confinement, la Copa-Cogeca, le plus gros lobby de l'agro-industrie européenne, a demandé le report de toute réglementation environnementale relative à l'agriculture. Mais la normale ici est pire que le mal du coronavirus. Il faut de toute urgence développer une résilience de notre système alimentaire. Et la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. À moyen terme, le gouvernement pourrait remonter les prix minimaux sur les produits agricoles pour réguler la pression qu'exerce la grande distribution sur les producteurs et augmenter les taxes à l'importation. Mécaniquement, cette augmentation ferait remonter le prix des denrées, mais il faut se rendre compte qu'en 1960, les Français consacraient 34% du budget familial à l'alimentation. Cette part est tombée à 15% aujourd'hui, mais à quel prix? Taboulé au poulet, 1,99 € les 500 grammes. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Selon un récent sondage, 93% des Français sont prêts à payer plus cher leur nourriture si elle vient de France et offre des garanties de santé publique si elle est de qualité. Pour limiter l'impact de cette hausse des prix, on pourrait rééquilibrer les coûts en réduisant les intermédiaires par le biais de la vente directe ou en réduisant les marges que se font les supermarchés sur les produits de première nécessité. On pourrait aussi renégocier la politique agricole commune au niveau européen, ça ferait pas de mal. 60 milliards d'euros qui aident pour l'instant essentiellement les grosses exploitations polluantes au détriment du plus grand nombre des agriculteurs. Les critères d'attribution devraient être rediscutés bientôt, un rapport de force doit être établi. En payant mieux les paysans, on rendrait la filière plus désirable, notamment auprès des jeunes, et on leur permettrait d'embaucher des travailleurs agricoles, de créer de l'emploi en local. On leur donnerait enfin l'opportunité de sortir la tête de l'eau et d'envisager une transition vers une agriculture plus résiliente face à la crise climatique qui s'annonce. Et elle existe déjà. L'agroécologie, qui prend différentes formes pour régénérer les sols, économiser l'eau, réduire la mécanisation et boucler les cycles de carbone, de l'azote et du phosphore. Les agricultures paysannes nourrissent encore aujourd'hui 75% de la population mondiale avec seulement 25% des terres agricoles et très peu de protéines animales. Si la production change, il faut évidemment que l'on change notre consommation. Le scénario AFTER, qui imagine une France autosuffisante en 2050, propose par exemple de réduire de 50% la consommation de viande, ce qui est une évidence, mais aussi la consommation de lait, de sucre, pour augmenter et diversifier la consommation de céréales, de légumineuses, de fruits et de légumes. En plus de changer notre consommation, on encouragerait aussi une agriculture plus respectueuse de la biodiversité, qui ne polluerait pas ou très peu les sols, et qui serait de plus beaucoup plus résiliente face aux crises à venir. C'est aussi le moment d'envisager des solutions un peu dingues et nouvelles. Dans leur proposition pour un retour sur Terre, un collectif de chercheurs et de philosophes propose de décarboner totalement l'agriculture. Remplacer les machines et l'utilisation du pétrole par de la main-d'œuvre et d'aller la chercher sous la forme d'une activité agricole à temps partiel pour toute la population économiquement active. Pas
passer 15 à 30% de l'année dans les champs, tout spécialement dans les périodes de récolte, de préparation des sols ou du désherbage. Alors qui est chaud? Voilà simplement quelques idées à creuser pour construire le monde d'après. Il va falloir qu'on s'en empare. Et pour ça, je vous invite à partager cette vidéo parce qu'il est certain que la préoccupation de la sécurité alimentaire ne va pas disparaître à la levée du confinement. Il y a 4 chances sur 5 pour que vous ne soyez pas abonné à cette chaîne. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous. On va continuer à produire des vidéos pour trouver le chemin pour sortir de ce merdier. J'en profite pour remercier nos tipeurs qui pour la première fois nous ont permis l'indépendance financière à 100%. C'est grâce à eux que cette vidéo est produite. Gardez la pêche et à très vite.